Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici. Euh, Moi, je ne vais pas du tout vous parler de produits, d'offres, mais je vais vraiment vous parler de manière plus globale sur aujourd'hui comprendre vraiment quelle place pour l'entertainment dans l'ère Covid, si je peux dire. Juste pour me présenter rapidement, je travaille pour l'agence Nelly Rodi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence de conseil spécialisée en intelligence business et créative. Et notre mission première, c'est vraiment de comprendre le consommateur, parce qu'on pense que tout part du consommateur et on va aller analyser, décrypter aussi bien le contexte sociétal que les impacts que ça va avoir sur les comportements de consommation, les habitudes, les besoins, les attentes et tout ce qui va avec. On a l'habitude de travailler avec des leaders de l'entertainment, mais on a aussi on travaille avec l'ensemble des industries créatives. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir évidemment la place toujours plus grande, mais je vous apprends rien, de l'entertainment avec aussi toutes les autres industries créatives. Si on fait un petit bilan de aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a quand même vécu une période assez inédite. Et si on fait un petit peu un récap du contexte sociétal, on a vraiment eu bah, des moments, on va dire, voire de peur. On a fait tout un autour de cette ère du co, évidemment, ça a entraîné le confinement, des combats, des contraintes, des choses assez négatives ou qui pouvaient faire peur, mais ça a fait aussi émerger toute cette période de confinement et de crise Covid, des tas d'opportunités. Par exemple, tout le rapport au confort et au cocoon, le nouveau rapport qu'on peut avoir avec son chez-soi, avec l'habitat. Le collaboratif, on a bien vu que être ensemble, des actes de solidarité quand même assez hors pair pendant toute cette période, donc le pouvoir du collectif, la cohésion, la coopération, tout ce qui va avec. Et évidemment, dans cette ère s'inscrit la place de l'entertainment. Alors, l'entertainment, il doit vraiment trouver sa place dans un consommateur qui vit dans une ère de friction et de paradoxe. Je crois que c'est le propre de l'être humain, c'est qu'on est quand même assez paradoxal. Et ça se transcrit très bien dans nos attitudes et dans nos comportements de consommation. Tout simplement jongler entre du slow et du fast, si on devait vraiment faire un état des lieux, avec toujours cette frénésie, ce devoir de renouvellement, cette envie de renouvellement constant, de frénésie, versus quand même une envie de ralentir un peu le rythme. Je crois que le confinement on l'a tous aussi bien senti et nous a ramené aussi vers un nouveau rapport au temps. Et quand on interroge le consommateur français, on sait que 64% se disent prêts à avoir aussi un rapport de consommation plus responsable, voire plus engagé, et en tout cas vers plus une slow consommation. Donc comment est-ce qu'on jongle avec ce rapport au slow et au fast? Et si on regarde aussi où s'inscrit l'entertainment, évidemment, on va avoir ce qu'on appelle, nous, la sensorialité paradoxale, c'est-à-dire quand même le besoin qui a énormément été visible forcément pendant toute la période notamment du confinement, où grâce évidemment au pouvoir du digital, on pouvait tout faire. On peut se marier sur Zoom, on peut voyager, on peut s'évader, on peut se divertir, tout est faisable. Et c'est vrai que le digital est venu compenser tout ce qu'on ne pouvait plus faire dans la vie réelle. En revanche, et je crois que cette journée nous le montre parfaitement, les interactions réelles, physiques, le besoin d'interagir et de liens humains est inévitable et reste chez nous un vrai besoin. Je crois qu'on est tous contents, en tout cas moi je parle pour moi, je suis ravie de pouvoir donner une conférence physique, enfin une prise de parole physique devant un vrai public. J'en ai marre des webinars personnellement, mais c'est comme ça et je crois que ce petit format de salon aussi, je pense qu'on est tous contents de pouvoir en tout cas avoir ce lien et ces interactions qui sont pour nous hyper importantes. Le plaisir, qui est aussi une notion paradoxale, parce que on a vu, et c'est pareil, pendant tout le lockdown a émergé un besoin vraiment d'actes solidaires, d'une responsabilité pour tous et d'agir tous ensemble, mais subsiste évidemment son plaisir personnel. C'est quand même me, myself and I
d'abord, et comment est-ce qu'on peut satisfaire son propre plaisir avant tout dans une société qui reste quand même bien individualiste. Et enfin, une expérience paradoxale. Là aussi, face au confinement, on a eu un vrai retour à l'essentiel. On a pris le temps de se poser la question, de se dire mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et essentiel pour moi, quelles sont mes valeurs et vraiment ce qui est indispensable. Mais on est toujours et encore confronté à une sollicitation permanente de réseaux sociaux, de représentation sociale qui va s'exprimer aussi bien sûr via le digital. D'autres paradoxes qui sont notre dépendance numérique, on l'a bien dit. On ne reviendra pas en arrière. Hein. On sait très bien que la digitalisation, c'est comme ça fait partie de notre façon de vivre. On a une vraie dépendance numérique, aussi pour des tas de choses positives, mais on va avoir en contrepartie quand même une certaine parano, une certaine défiance par rapport à où va notre data, où sont collectées toutes les informations qui nous concernent. Et c'est tout le paradoxe vraiment du consommateur qui demande à avoir toujours une expérience plus personnalisée, d'où l'utilisation de la data forcément, mais en même temps, on n'a pas envie de tout dévoiler de notre privacy. Donc c'est aussi tout ce paradoxe-là. En tout cas, quand on interroge par exemple les Américains, 88% précisent et disent bien qu'effectivement, le digital, la digitalisation, la virtualisation a été vraiment d'une grande aide et d'un grand, vraiment perçu positivement pendant toute la période du lockdown. Et il y a un rapport au digital qui maintenant devient de plus en plus bienveillant, si je peux dire, en tout cas mieux perçu de la part du consommateur, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains d'entre eux. Et pour finir, c'est le paradoxe d'un consommateur qui a pris vraiment le pouvoir et qui aujourd'hui peut être le juge d'une marque, qu'elle agisse bien ou mal, et même quand il s'agit de divertissement, d'actions de divertissement proposées par une marque. Ici, on aimait bien l'exemple sur Spotify d'un chanteur qui, parce qu'il n'a pas bien agi dans la vraie vie, est boycotté. On voit bien que le consommateur a pris le pouvoir. Et en contrepartie, on va avoir des marques qui réagissent, qui sont proactives et qui n'hésiteront pas à prendre le contre-pied pour bien éviter cette ère du boycott et du backlash qui rend le consommateur vraiment sans pitié, si je peux dire. Alors, où on en est aujourd'hui ? On a traversé l'ère de la résistance, hein, quand au mois de février, on minimisait un virus qui était très loin encore pour nous parce qu'il était de l'autre côté en Asie, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une prise de conscience, un wake-up où on s'est dit « oh, il y a peut-être un souci », jusqu'à ce qu'on se retrouve à confiner, donc dans l'urgence, où on est rentré dans une période de résilience, où on a dû, grâce à l'information, on a pu être rassuré, on a pu sortir de la peur panique, hein, au moment où on allait tous acheter des rations de pâtes et de papier toilette par vraiment instinct de survie. On est sorti de ça, on est vraiment dans la phase de résilience où on a tous appris à s'adapter avec de nouveaux gestes, de nouvelles habitudes, un nouveau quotidien, un nouveau rapport aussi et de nouvelles habitudes dans notre quotidien. Et on se rapproche petit à petit d'une phase de renaissance. Et une renaissance qui, je l'espère, arrivera réellement en 2021, ou en tout cas quand on sera sorti de la crise Covid qui n'est pas finie, mais qui sera une renaissance joyeuse et créative, ça c'est certain, où l'entertainment a vraiment pris et prend tout son sens dans un contexte de crise. Parce qu'il est important de rappeler que quelle que soit la crise qu'un citoyen peut vivre, qu'elle soit économique ou qu'elle soit, dans ce cas, sanitaire, ou les deux, eh bien, on va reconstruire nos valeurs. Il va y avoir un travail de reconstruction des valeurs. Et qu'est-ce qui émerge généralement en temps de crise ? C'est le sens, évidemment. Quel est le sens de sa consommation ? Pourquoi est-ce qu'on consomme ? Pourquoi est-ce qu'on achète ? La valeur, le prix, la value for money, évidemment le prix est toujours important, et puis la notion de plaisir évidemment dans laquelle s'inscrit tout le divertissement et tout l'entertainment, mais on va vraiment avoir besoin de légèreté, d'évasion et de plaisir. Alors, les consommateurs, on l'a vu, ils ont un pouvoir, et l'entertainment également.
Pourquoi l'entertainment est-il si important aujourd'hui quand on se projette et quand on est une marque? C'est parce que l'entertainment répond à vraiment des besoins nécessaires du consommateur. On en a identifié 5. Mais si on pouvait dire de manière générale, l'entertainment, c'est vraiment ce qui va être le vecteur d'expression et de communication du consommateur, qui aujourd'hui est un consommateur créateur, un consommateur qui a le pouvoir et qui a le désir de s'exprimer, d'affirmer qui il est. Donc l'entertainment, ça va être ce qui va répondre évidemment aux besoins de divertissement, aux besoins de fun, de légèreté, le besoin de s'amuser. C'est ce qui va permettre aux consommateurs d'inventer ou de se réinventer en expérimentant, en allant chercher de nouveaux horizons, en ayant des propositions disruptives. C'est ce qui va permettre aux consommateurs évidemment de rêver, un réenchantement qui est nécessaire, surtout en cas de crise, une évasion vers de nouvelles sphères. Et puis l'entertainment, c'est ce qui va aussi pouvoir répondre aux besoins d'appartenance. On sait bien que les questions identitaires sont fondamentales et on a un consommateur qui a envie de revendiquer son identité et aussi partager avec sa communauté, s'il fait partie d'une communauté. Et ce sentiment d'appartenance, il est extrêmement fort chez le consommateur aujourd'hui. Et enfin, le besoin de répondre à l'engagement et tout ce qui fait sens. Et l'entertainment en est un vecteur, évidemment. Alors ici, vous avez quelques exemples de comment ça peut se traduire quand on est une marque. Et c'est intéressant de voir qu'évidemment, le divertissement va proposer, ne serait-ce que le shopping. Le shopping devient même un gaming. On voit dans le luxe que c'est beaucoup proposé. Ça a énormément de succès en Asie, mais c'est aussi en train de venir chez nous, d'aller vraiment proposer de la gamification dans la transaction, dans l'acte d'achat, dans le shopping, dans l'expérience shopping. Évidemment, le divertissement va passer aussi par des propositions retail qui vont aller bien au-delà de présenter le produit, mais vraiment aller proposer une expérience fun, ludique, où on est dans un univers, on est immergé dans un univers et on en oublie presque la raison première qui est quand même la vente d'un produit. Et puis, évidemment, toute cette créativité aussi, notamment dans la mode, on le voit beaucoup, mais pas que. L'entertainment est une formidable réponse à une nouvelle créativité, à des hybridations. Les collabs, évidemment, je pense que il y a beaucoup d'acteurs présents sur ce salon qui ont l'habitude aussi de faire des collabs mode et d'aller vraiment chercher des choses complètement inattendues. Ici, on a mis l'exemple de Moschino, une marque de luxe italienne, avec Budweiser, la bière, mais ça peut être Crocs, les chaussures, voilà, les chaussures, avec KFC, comme ça peut être les biscuits Oreo avec la marque de luxe Suprême, et j'en ai plein d'autres, évidemment. Et cette créativité, elle va vraiment utiliser l'entertainment comme vecteur. Se réinventer. Donc là, c'est vraiment proposer des nouveaux usages dans le parcours retail. Mais on voit aussi vraiment de l'expérimentation. Aujourd'hui, on a des collections de mode pour des avatars. C'est-à-dire qu'on a des sites e-commerce qui ne proposent que des vêtements virtuels pour habiller son avatar. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus grandissant. On va avoir des mannequins 3D dans des boutiques de luxe où vraiment on va avoir de l'immersion et de la sensualité et tout ça au prisme de nouveaux usages de notre consommateur. Et puis, quelques exemples sur le besoin de rêver. C'est ce besoin d'évasion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voyager de sa propre chambre. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les nouvelles esthétiques. Je parle aussi d'un point de vue créatif, où la digitalisation, évidemment, la virtualisation, permet aussi d'explorer de nouveaux territoires esthétiques. Et on voit bien qu'il y a une évolution de la créativité, notamment dans la mode et dans l'industrie de la beauté. Et toujours avec cette notion aussi un peu de entertainment. Ici, il y a toute cette histoire autour des filtres, vous savez, notamment Inès Alpha avec Dior. Inès Alpha, c'est un peu la pionnière des filtres, mais c'est quelque chose qui a énormément le vent en poupe. Et puis pour finir sur le sentiment d'appartenance, appartenir grâce à l'entertainment, c'est vrai que l'entertainment a aussi cette faculté de fédérer, de réunir, de
poser, de réunir autour de passions communes et d'aller vraiment fédérer la communauté de passionnés. Alors on le voit très bien pour des communautés de gamers, on a des boutiques physiques qui vont vraiment parler un langage que seuls les adeptes de la communauté peuvent comprendre. On va avoir des challenges, on va avoir des retrouvailles, des events qui vont aller fédérer. Et puis on voit de plus en plus aujourd'hui des espaces retail qui deviennent vraiment des social spaces, quoi, des endroits de lieux sociaux, de lieux de vie où on fait énormément de choses et c'est un peu la tendance d'aller vraiment proposer du lifestyle à 360 degrés et encore une fois pour oublier la transaction même si elle se passera à la fin. Et enfin l'engagement. Je crois que là il y a vraiment quelque chose de super important à mettre en lumière. Évidemment, on connaît la pression des marques d'être aujourd'hui engagées, d'avoir un engagement cohérent, authentique, de défendre une cause, d'avoir des convictions et en tout cas d'avoir un impact positif. Les marques ont un rôle bien plus grand et une vraie mission citoyenne. Et l'entertainment, par le biais du divertissement, par le biais de l'amusement, permet de faire passer aussi des messages bien plus importants. On voit bien qu'en Chine, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. On ne peut pas toujours dire ce qu'on pense aussi librement, ou à travers des apps ou même des icônes d'entertainment, on peut faire passer des messages politiques ou des choses un petit peu plus sérieuses derrière tout ça. On va aussi avoir de l'activisme positif, des workshops hyper interactifs où on peut sensibiliser nos clients. Je pense à Converse qui avait fait un super workshop et un parcours pour aller promouvoir sa basket sustainable et tout ça en faisant participer évidemment ses clients. Et puis, ça peut être aussi utiliser des réseaux sociaux, Snapchat et Levi's qui avaient fait un partenariat ici pour vraiment revendiquer l'appui et le support à la communauté LGBT. Mais il y a plein de choses possibles. Donc, c'est vrai que quand on veut sensibiliser sur une cause et aussi créer du lien émotionnel, l'entertainment est un fabuleux vecteur au service des marques et au service de la cause qu'on a envie de défendre. Alors pour conclure, j'ai envie de dire que c'est le moment de gloire et ce n'est qu'une tendance de fond qui va perdurer de tout l'entertainment et qui vient toucher toutes les industries. Et quand on est une marque, licence, marque, c'est vrai qu'il est important d'avoir en tête que l'entertainment est là pour répondre aux besoins et à la quête des consommateurs et en résumé, proposer quelque chose qui répondra aux besoins de s'exprimer à travers des outils et des moyens très fluides ou alors répondre aux besoins d'interaction, de reconnexion de ce consommateur avec de l'entertainment très interactif, très participatif ou alors répondre aux besoins de singularité, de différenciation aussi, d'unicité de notre consommateur en proposant des expériences très personnalisées, très sur mesure. Voilà, ou alors tout simplement le besoin de réenchantement avec des expériences aussi inattendues, disruptives, nouvelles et innovantes. Après, ça peut être aussi les quatre. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Merci.